Bienvenue à cette capsule éducative sur l'histoire de l'origine de la langue nationale du Royaume de France. Dans cette vidéo, qui durera près d'une vingtaine de minutes, nous allons nous attarder sur les facteurs et sur les données linguistiques uniquement qui ont servi à faire naître l'émergence de la langue française partout dans le pays de la France, de l'Ancien Royaume, de l'Ancien Empire et de tous les pays qui ont accueilli le français dans leur langue nationale, comme le Québec. Nous allons essayer de mettre au point des techniques de reconnaissance concernant les zones géographiques et linguistiques propres au territoire d'aujourd'hui de la France métropolitaine. Et non de l'ancien Empire romain ou des facteurs extrinsèques macro, des données macro qui viendraient du territoire européen ou même des colonies africaines ou nord-américaines. OK? Nous allons simplement nous appuyer sur les données linguistiques des peuples qui ont vécu entre la chute de l'Empire romain et aujourd'hui sur le territoire français. OK? Nous allons aussi mettre de côté tout ce qui a trait aux religions. Alors, les guerres, les poursuites, les conquêtes, on va essayer d'y aller le strict minimum possible. On ne veut pas relater non plus de l'histoire de la gouvernance monarchique de tous les royaumes, les époques de royaumes, les règnes des grands rois qui ont survenu sur le territoire français. D'accord? D'entrée de jeu, nous allons émettre l'hypothèse que la complication que ça a été de faire unifier le français qu'on connaît aujourd'hui à l'intérieur de tout le royaume de France, nous n'avons pas idée à quel point cela a été compliqué. OK? Peu importe le temps de l'époque qu'on vivait, qu'on soit au Moyen Âge, à la Renaissance, OK? Le français d'aujourd'hui, qui semble très, très, très bien établi et uniformisé à la grandeur du monde, même, eh bien, ce n'était pas le cas auparavant. Parce qu'il pouvait se parler plein de langages formels et non formels, d'états vulgaires, les langues de la religion, de l'Église et du clergé. OK? Donc, on va essayer de comprendre comment le français est arrivé au jour. Et juste à quel titre que la religion aurait pu jouer aussi un rôle d'uniformité au sein du royaume de France, à même titre que la langue, parce qu'il y avait aussi plusieurs types de religions, puis il y a eu des accords qui ont été faits, mais comme je l'ai dit, on va essayer d'y aller dans le strict minimum et on va juste s'attarder aux faits linguistiques de tout le recensement de près de 2000 années d'études. Donc, l'histoire commence et contrairement à commencer l'histoire de par son point d'origine, soit la région de la capitale de Paris, OK? Nous allons commencer le chemin de la langue française par le chemin inverse, donc par le sud, d'où elle ne vient pas du tout. OK? Et dans un certain sens, il y a une logique certaine à ça, et que, bon, il faut relater dès le début que la première civilisation, la première cité de tout le territoire français, quelle est-elle? Et par qui a-t-elle été fondée? Eh bien, elle s'appelait Masséna, et elle a été fondée par les Grecs, et qu'on appelle aujourd'hui Marseille. 600 ans avant notre ère, soit avant Jésus-Christ. OK? En l'an 600 ans avant Jésus-Christ, Marseille est fondée. C'est logique. Elle est sur le bord de la Méditerranée et
les Grecs ont été capables de se rendre et fonder une cité légendaire. Alors, mon histoire va commencer par le sud du Royaume de France. En deuxième partie, nous étudierons les langues et dialectes qui étaient parlés à l'opposé dans le nord du Royaume de France. OK? Et qui avait une différence majeure avec la langue parlée dans le sud. Et puis, finalement, nous allons faire une petite analyse, une brève analyse en profondeur, le plus possible, sur les interactions et les mouvances des atomes crochus qu'avaient les langues romanes entre elles pour pouvoir bien se propager dans un territoire. Okay? Quels éléments linguistiques avaient-elles en leur faveur et qu'est-ce qui était défavorable dans les caractéristiques de cette langue proto-romane et qui l'empêcherait de bien suivre le cours de son évolution normale et naturelle. Préparez-vous un bon popcorn. L'histoire de la langue française qui va séjourner sur même pas 2000 ans d'évolution est sur le point de commencer et nous commençons notre histoire. Imaginez-vous dans votre tête que nous sommes vers la fin du règne de l'Empire romain. OK? On ne sait pas encore que il va y avoir une chute de l'empereur romain. OK? On ne sait pas encore. On pense que tout est normal, que tout va bien. Oui, c'est sûr qu'il doit y avoir des tensions dans l'atmosphère. Au Sénat, ça doit brûler. Mais on va remettre les faits sur table concernant le territoire socio-linguistique français. Alors, un petit récapitulatif d'histoire. Selon les historiens, qui aurait été le plus grand empereur de tous les temps dans l'Empire de Rome? Eh bien, c'est, comme on a vu dans une autre vidéo, c'est Jules César. Qu'est-ce que fait Jules César pour devenir justement le fameux grand empereur romain? Mais il a gagné en Gaule. Okay? Il a gagné son pari pour vaincre les peuples celtiques. Il a trouvé une super bonne stratégie militaire pour vaincre ce peuple qui était composé de plein de tribus, mais qui n'était pas unifié, qui ne parlait même pas de langue uniformisée. Okay? Et il les a vaincus, sans devoir les tuer même. Pourquoi? Parce que les Gaulois ont été d'une loyauté immense envers le peuple de Rome. En l'espace de 2 générations, ça c'est peu, là, c'est le petit gars pour un grand-parent, ils ont complètement abandonné d'enseigner la langue gauloise, la langue celtique continentale, OK? Au profit du latin. C'est ça qui est arrivé, OK? Puis, selon d'autres historiens aussi, la Gaule romaine, qui était pas tout à fait l'entièreté de la France d'aujourd'hui, mais qui était un bon morceau, mais ça aurait été la meilleure province ou une des meilleures provinces de tout l'Empire romain. Parce qu'il faut se rappeler que quand la Gaule a été conquise, c'est là qu'on est devenu un empire, parce qu'avant, on était une république. D'accord? Alors, c'est bien beau que tout le monde parle le même latin vulgaire qui est employé par le peuple, parce que le latin classique est employé par le clergé et l'État, okay, qui est un petit peu plus haut niveau. Okay? On parle à la grandeur de l'Empire romain, surtout à l'ouest, okay? À l'ouest de la Yougoslavie d'antan. Okay? Tout ce territoire-là, là, jusqu'au Portugal, là, et même en Afrique, près du Maroc et de l'aujourd'hui Algérie, c'est le latin qui est la zone d'influence, alors qu'à l'est, c'est le grec encore. Okay? Donc, le latin est parlé à la grandeur du territoire de France jusqu'au jour au lendemain où on va perdre. L'Empire romain va s'effondrer, okay? Carrément. Et là, qu'est-ce que les peuples vont pouvoir faire? Bien, ils vont être libres. Ils vont être libres de poursuivre leur vie d'association avec les gens, l'ethnie, la nation qui les représente le plus, qui va le plus les représenter à partir du moment qu'ils savent que la nation romaine n'existe plus.
bien que les langues continuent d'exister. On prend une petite pause ici pour vous remettre en contexte de l'époque que le trajet pour relier l'extrême sud à l'extrême nord de la France, OK, en charrette ou en chevaux, en plein centre de l'État, bien, ça se comptait en jours. OK? C'est comme l'équivalent aujourd'hui de se dire qu'on est au Canada, à Montréal, et qu'on s'en va demain ou plus tard après-demain, on va être rendu à Tokyo, au Japon. OK? Facilement. Donc, c'est le même contexte qu'aujourd'hui de Montréal-Tokyo. OK? De relier Paris à Marseille pour l'époque de 300 après Jésus-Christ, mettons. OK? Donc, la distance est pharaonique. Pharaonique. OK? C'est tellement long. OK? Puis là, on se demande si on est mieux d'y aller par bateau ou par chemin. Mais vous pouvez maintenant vous mettre en contexte dans votre tête que à la suite de la chute de l'Empire romain, bien, les peuples et les gens qui habitaient sur le long de la côte, dans le sud de la France, ou ce qui est la aujourd'hui Côte d'Azur, Monaco, OK, Cannes, Nice, Marseille, tout ça, jusqu'au nord-est de l'Espagne, OK, la ville de Barcelone, OK, puis on pouvait descendre jusqu'en Afrique, OK, mais il y avait un bassin méditerranéen et une zone d'échanges commerciaux et de création de liens fraternels certaines. À tout de moins, il y avait des relations et des tensions politiques qui devaient foisonner dans ce lieu précis-là que j'ai mentionné, là. Le sud de la France et l'extrême-est de l'Espagne, OK? Dans le bassin méditerranéen. Puis, quand soudainement a eu la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, bien là, il reste juste 1500 années d'histoire, là. Puis, c'est impossible pour les gens qui habitent dans le sud de la France ou ce qui est Marseille aujourd'hui de se dire qu'un jour, bien, Paris va devenir la nouvelle capitale d'un État qui va s'appeler la France, OK? Il y avait une conjoncture libre. Les nations pouvaient naître et grandir, mourir, s'entraider, voir faire naître d'autres nations qui allaient refermer pour en voir une autre revivre à nouveau. C'était la liberté. Et les nations fortes vont rester et les nations faibles vont s'éteindre. C'est tout simple que ça. C'est la théorie de l'évolution de Charles Darwin. OK? Alors, mais il y a une grosse variante d'inconnu, là. OK? Donc, les gens parlent latin, OK? Vulgaire ou classique, OK? Puis, on est en 500 ans, là. Là, il n'y a plus d'Empire romain, là. On paye plus de taxes à Rome, là. On va en payer à un nouvel État, là. OK? Ça va être qui, cet État-là, tu sais? Mais c'est là qu'on va le savoir. Qui sera la nouvelle nation émergente qui va succéder à Rome, qui vient de laisser un vide? Donc, il y a un besoin qui est à combler, mais quelle nation va être capable de tirer les rênes et d'unir une portion de l'Europe? Nous le verrons. Cette première nation qui verra le jour dans le territoire actuel du sud de la France va se nommer les locuteurs de la langue occitane, ou je pourrais dire la langue d'oc, D'-O-C-C, ou l'occitan, OK? Ou langue occitane. C'était un diminutif pour relier le mot Occident parce que le territoire correspond à l'ouest de Rome, donc l'Occident. C'était une langue romane qui veut dire romane qui vient de Rome et qu'on parlait le latin, donc elle émane du latin. Le latin serait comme la langue mère. Et la langue d'oc est survenue après. Ce n'est pas une langue gallo-romane, OK? Qui était parlée plus dans le nord. C'était juste une langue romane.
Mais cette langue est relativement archaïque. Et comme elle partage les mêmes eaux de la mer Méditerranée, de la péninsule ibérique Est, soit la ville actuelle de Barcelone, et la Catalogne, la fameuse cause politique de la Catalogne, eh bien, c'était une langue pareille. Entre la langue, l'occitan et le catalan, au début, étaient complètement pareils. Mais, évidemment, la Catalogne a subi des influences du royaume de Castille, de l'espagnol castillet, alors que la langue d'oc allait subir un amalgame d'influences d'une langue parisienne qui était sur le bord de voir naître les racines de l'actuel français. OK? Phonétiquement parlant, lorsqu'on entendait la langue occitan de nos oreilles, ça ressemblait quand même beaucoup à l'actuel espagnol, catalan évidemment, et italien qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est très logique parce que la langue d'oc s'émerge et s'émisse dans les mêmes espaces géographiques du sud de l'Europe. D'accord? Alors, c'est ça qu'il faut retenir pour la langue d'oc. Maintenant, tournons-nous vers le côté nord du développement linguistique de la France. D'accord? Prenons tous les territoires qui sont à l'extérieur de la France dans la portion nord. OK? Quels sont ces locuteurs de la même famille? Ils sont tous des locuteurs de langue germanique. Que ce soit le haut allemand, le moyen allemand, le bas allemand dans le nord de l'actuelle Allemagne, OK? Ou que ce soit vis-à-vis les pays de la Hollande, qui était le bas francique, d'accord? C'était toutes des tribus, des peuples germaniques. C'est ça qui entoure le nord de la France. Alors, d'après vous, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait de l'influence d'un peuple germanique qui fonde un jour le futur royaume de France? Bingo! Et oui, ça s'appelle le premier peuple germanique de France. Ils se nomment les Francs et ils venaient du nord, près d'où est la Belgique, le Luxembourg, à peu près la Hollande. D'accord? On peut penser qu'à la suite de la chute de l'Empire romain, les peuples du territoire du nord de la France possédaient davantage d'origine gauloise que leurs compatriotes du sud, qui avaient plus des origines de Catalogne ou de la langue occitan. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça a fait quand est venu le temps de plus être dans l'Empire de Rome? Dans l'Empire de Rome, eh bien, on a eu l'émergence d'une langue fille du latin qui s'appelait le gallo-roman, pour un diminutif de la langue gauloise et latine. D'accord? Et l'influence était plus prononcée dans le nord que dans le sud, parce que le sud, c'est la langue d'occitan, une langue romane, et non gallo-romane, qui a pris le pouvoir. Bien que disputé par rapport à sa possible appartenance à une langue de famille gallo-romane, la langue d'oc est reconnue comme étant une langue romane d'abord. Les seules langues gallo-romanes qui existent sont le franco-provençal et la langue d'oï, qui est le futur français, qui est émané à Paris. D'accord? Et même le franco-provençal a eu une immense influence gallo-romane, bien sûr, et germanique. D'accord? D'où sa position géographique près de Lyon, dans l'est de la France. D'accord? Mais le français qu'on a connu aujourd'hui, lui, il vient de Paris, le peuple franc, OK? Qui prononçait la langue d'oï. Et oï était le mot pour vouloir dire oui dans la langue d'oï, OK? Qui émanait
du gallo-roman, qui lui, gallo-roman émanait du latin. D'accord? Bien que les Francs étaient un peuple historique d'origine germanique, au fil des siècles et des générations à générations qui se sont succédées, la langue qu'ils ont parlée, les Francs, est devenue le gallo-roman, pour ensuite faire naître une de ces langues régionales-là, qui s'appelait le langue-d'oï, qui était le gallo-roman parlé à Paris. Mais si on prend le territoire de la Normandie, eux, ils parlaient l'anglo-normand, qui est une langue gallo-romane aussi, OK? D'influence, qui a servi à être une langue officielle en Angleterre et en Normandie, bien sûr. D'accord? Mais communément parlé, le français n'était pas parlé à la grandeur du territoire français. Dans le sud, on parlait la langue d'oc, et dans le nord, on parlait plusieurs dialectes de langue d'oï, OK? Ou de langue gallo-romane, si vous voulez. Tel que mentionné au début de ce cours, nous n'allions pas parler beaucoup des religions et du système de gouvernance monarchique. Mais ici, j'aurais pas le choix de parler du peuple franc, OK, qui est un peuple germanique, qui a établi le premier royaume de France, OK, dans le premier millénaire après la mort de Jésus-Christ, d'accord? Et puis, je ne ferai pas la nomenclature de toutes les dynasties qui se sont succédées, mais ce sont les Francs, d'accord, qui étaient un peuple germanique, mais qui ont forgé avec leur relation nationale une future langue gallo-romane, qui était la langue d'oï. Et puis, on peut imaginer que pendant tout le Moyen Âge et toute la période qui a succédé la fin de la chute de l'Empire romain, eh bien, il se parlait une multitude de langues. Et quand je dis une multitude, c'était plein de langues. Autant romanes, gallo-romanes que germaniques, d'accord? Et puis, peu importe où est-ce que vous étiez situé dans l'hexagone français, mais si vous étiez au nord, vous aviez plus d'influence germanique, gauloise, et si vous étiez au sud, vous avez plus d'influence romane, ibérique, castilien, Catalogne, d'accord? Languedoc, OK? Mais qu'est-ce qui a fait que c'est le français de Paris qui a émergé? Mais c'était elle qui était la plus belle, la plus soignée, la plus pure, la plus raffinée, d'accord? Pendant le Moyen Âge, à une époque où les habitants du nord-est de la France, soit en Lorraine, voulaient communiquer avec, mettons, les Bretons à l'extrême nord-ouest, eh bien, ils se communiquaient en latin. Parce que le français n'était pas assez développé dans le nord. Imaginez-vous dans le sud, que c'était une autre langue romane qui avait peu d'influence gauloise. Eh bien, de là émerge le pouvoir socio-politique de la capitale, la force de la grande ville parisienne, ouverte d'esprit, qui a offert le siècle des Lumières au 18e siècle, avec les grands passeurs, a fait naître une langue diplomatique internationale qui était en provenance d'une société parisienne ultra-progressiste. Qui plus est, le français parlé en Amérique du Nord, au Québec et en Nouvelle-France, était beaucoup accordé sur le français parisien, parce que parmi les filles du roi, plus de la moitié provenaient de la région parisienne. Donc, on se servait du français qu'on entendait parler en Amérique pour uniformiser le français dans tout le nord de la France pour commencer, et éventuellement pour commencer le processus de francisation aux habitants du Sud. Mais l'idée n'était pas de leur imposer une culture ou une future nation qui n'allait pas leur faire plaisir. Donc, avoir scindé en plusieurs morceaux la grande historique monarchique du royaume des Francs, OK, jusqu'au royaume de France, connu sous
l'apogée de Louis XIV, lors du 17e siècle, la France a modelé plusieurs territoires, d'accord? Mais comment ont-ils fait pour unifier les peuples du Sud et les peuples du Nord? Comment ont-ils fait pour unifier tous les peuples du Nord, d'ailleurs, et pour leur inculquer la langue d'oïl qui allait devenir le français? D'accord? Comment ont-ils fait ça? 3 mots importants sont à retenir. Liberté, égalité, fraternité. Donc, le voilà, ce que la société parisienne a fait pour transmettre ses valeurs d'ouverture, d'acceptation de la différence, des valeurs profondes de tolérance, de liberté, d'égalité, okay, entre les hommes et les femmes, d'abolition de la monarchie, d'accord? Cette révolution française s'est faite à Paris, OK? Par tout le peuple de France. Mais le lieu sacrilège fut la prise de la Bastille de Paris. Maintenant, en observant le schéma des sphères d'influence linguistique des langues romanes, on comprend que la langue française, sa langue la plus proche fut le franco-provençal. Mais elle était aussi distincte, c'était une langue de l'Ouest de l'Empire romain. Alors, elle était aussi distincte ou semblable à l'espagnol qu'elle était à la langue d'oc. Donc, c'était des langues qui pouvaient être intelligibles, mais qui avaient de sérieuses différences linguistiques, sonores, et que les habitants qui parlaient espagnol ne pouvaient pas nécessairement parler correctement avec un habitant de Paris. OK? En conclusion, peut-on observer quelle est toute là la splendeur du français? Et puis quand on se réfère aux théories de l'évolution, que les corps forts vont résister, les langues fortes vont résister, et les langues faibles vont s'éteindre, eh bien, a-t-il été le moment parfait pour que un peuple d'origine germanique puisse transcender une langue gallo-romane qui allait s'immiscer avec toutes les forces des langues germaniques, les sons relativement forts, secs, quand on entend parler du français. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment ça, t'es pas arrivé? Tu peux parler une langue très sec et elle voyage très bien. Mais que sur le plan de la composition littéraire, lorsqu'on emploie l'alphabet latin, il n'y a aucun doute que le français est purement une langue latine, à même titre que le roumain ou le portugais ou l'italien. On ne peut pas faire de différence, mais lorsqu'on l'entend sonorement parlant, phonétiquement parlant, il y a beaucoup de sons directs en français, secs, comme l'offre l'allemand. L'âme culturelle et socio-linguistique du sud de la France, plus spécifiquement Marseille, a pour son pesant d'or toute la beauté de son accent subtil, parce qu'il, comme l'espagnol, comme le catalan, comme l'italien, il tend à prononcer légèrement plus les sons comme, prenons le son tranquille, peut-être vont-ils dire tranquille, en prononçant légèrement le N, tranquille, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, ils vont parler avec un accent distinct, d'accord? Alors que les Français du Nord, ils vont vouloir bien parler le plus parfaitement, phonétiquement possible. 3 facteurs à prendre en considération dans la réussite de la propagation de la langue française à travers tout le territoire du Royaume de France. Tout d'abord, les principes de liberté et toutes les valeurs d'ouverture sociale contemplées par Paris. OK? Paris était le centre du monde, était le centre d'une nouvelle nation, d'accord? Avec la Tour Eiffel, avec la Silicon Valley de l'époque qui pouvait s'appeler Notre-Dame de Paris, OK? On
On faisait venir les meilleurs ingénieurs pour trouver les meilleures techniques pour créer la maison de Dieu ou même la maison civile, comme avec la Tour Eiffel, d'accord? Les valeurs de liberté, d'égalité du peuple parisien, OK, sont assurément un facteur de réussite de la propagation du français à travers tout le royaume. Le deuxième facteur de réussite fut la propension favorable et les prédispositions que détenaient les langues occitan et la langue d'Oï, qui avait un ancêtre latin, roman, même si celui au nord était gallo-roman et que celle au sud était roman, il y avait un ancêtre commun, d'accord? Ils venaient d'une même famille de langues. C'était les langues romanes. Et finalement, le troisième facteur de réussite qui vient légèrement contrebalancer le deuxième facteur est que, justement, c'est la couleur des peuples francs germaniques et c'est la couleur germanique qui est venue mettre la touche finale au français qui pouvait permettre à quelqu'un de s'exprimer avec une possibilité de phonème presque infinie, et puis que ben, c'était la langue de la prononciation parfaite. Alors que si on prend une langue germanique, comme l'anglais qui était très sophistiqué, elle, c'était la justesse de ses propos qui était parfait. Mais pour le français, c'était la beauté sonore. Mais ça a pris du germanique mélangé avec du gallo puis du roman pour faire le français qu'on connaît d'aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu de suivre ce cours sur l'émergence de la nation, de la langue nationale du Royaume de France et qui est rendue parlée par 300 millions d'habitants sur la planète, que ce soit en langue maternelle par 75 millions de personnes ou les 300 millions de personnes, il y en a 225 qui la parlent en deuxième ou troisième langue. Merci beaucoup et bonne fin de journée.